On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit une jeune fille de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a participé cette année au Parlement étudiant à Québec. Mais tout d'abord, on reçoit mère et fille. Elles ont fait de la télé-réalité. Elles ont maintenant un balado en commun. Elles ont fait partie d'émissions de type télé-réalité, mère et fille. Elles ont maintenant un projet en commun, celui d'un balado. On vous présente nos invités. D'abord, Sonia Quintin, bonjour à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, accompagnée de sa fille, Audrey Blanchet. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bon, expliquez-nous tout d'abord, vous êtes mère-fille, ça va, vous avez un projet commun, ça va, juste pour que les gens se rappellent un peu de vous. Je le dis en introduction, vous avez fait partie de télé-réalité. Dans ton cas, Sonia, qu'est-ce que c'était? J'ai fait l'émission 5 gars pour moi, en fait, qui est un télé-réalité à TVA, qui a eu lieu au printemps dernier, la saison 1. Donc, c'était un nouveau télé-réalité où j'accueillais 5 garçons chez moi. Bon, c'est une télé-réalité de dating, là, où à chaque jour, j'avais éliminé un garçon pour pouvoir garder le potentiel amoureux à la fin. Donc, une belle expérience que j'ai appréciée, qui avait lieu en même temps que celui d'Audrey. Donc, on était la mère et la fille en même temps à TVA. Bon, mais toi, Audrey, tu n'étais pas sur la même émission. Non. Donc, dans ton cas, à toi, qu'est-ce que c'était? Oui, c'était L'île de l'amour, la saison 2. Pardon pour ma voix. C'était L'île de l'amour, la saison 2. Ça se passait à Las Terrenas, en République dominicaine. J'étais partie pendant 2 mois au total. Ça a vraiment été une belle expérience. Ça a été intense en émotions. Mais qu'est-ce que vous retenez de ces expériences de télé-réalité? Premièrement, qui s'est inscrit en premier dans l'émission, dans la tienne ou la tienne? Toi, moi, quand ma mère a fait son tournage, moi, je m'étais même pas inscrite encore. OK, donc c'est vraiment par la suite. Ouais. Mais est-ce que l'inscription de ta mère t'a influencé pour ton émission à toi? Bien, en fait, j'avais déjà envie de faire de la télé. Ça faisait un bout que j'avais envie d'en faire. Fait que c'est sûr que quand j'ai vu ma mère faire son émission, bien, ça m'a encore plus donné le goût, mais c'était déjà dans ma tête. C'était déjà dans ta tête? Oui, c'était déjà dans ma tête. Sauf qu'elle t'a scoopé, dans le fond. Oui, bien, c'est ça. Elle l'a fait avant Fait que là, toi. elle l'a fait avant moi. Puis, bien, elle a tourné avant même que je fasse les En auditions. plus, C'est juste que notre diffusion a été en même Je temps. comprends. Ouais. Mais Sonia, toi, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là, après quelques mois, disons, après un certain temps de Ça a distance? été que positif. Les gens, pour la saison 2, sont en recrutement, puis il y a beaucoup de femmes qui m'approchent sur les réseaux sociaux à savoir si j'ai aimé mon expérience, mais en fait, ça a été que du positif. Oui, l'expérience télé. D'ailleurs, je suis en train de faire mes cours là, aux ateliers Fichot pour pouvoir peut-être éventuellement faire de la télé, mais ça a donné une belle exposition pour ma business de coaching en ligne là, qui est Miss Sonia Fit. Donc, ça a explosé à ce niveau-là. Des beaux contacts, des nouvelles amitiés. Oui, j'avais trouvé l'amour à cette époque-là. Ça n'a pas perduré dans le temps, mais quand même, tu sais, ça reste que ça a été une super expérience que je garde vraiment positive. Puis, ça me permet aussi d'avoir une expérience vraiment commune avec ma fille. Veux pas, on a sorti de là, on s'est supporté, on était déjà proches à la base, mais je pense que ça nous a davantage rapprochés. Puis les gens ont vu aussi cette belle complicité-là, mère-fille, qu'on avait. Parce qu'Audrey, j'ai eu la chance de l'avoir dans un des épisodes à 5 gars pour moi. Donc, à un moment donné, elle a fait les 2 émissions aussi. Je pouvais accueillir des participants, des amis qui pouvaient venir donner leur opinion sur les garçons pendant l'émission. J'ai donné mon opinion, mais elle m'a pas écouté. Elle t'a pas écouté? J'ai pas fait le choix. Elle n'a pas dit de choisir lui, elle avait dit un autre. J'avais hein, dit un autre, puis finalement, elle a pris c'est l'autre. ça. Elle a pas Voilà, écouté. c'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu retiens de ton expérience dans ton émission de télé-réalité? Oui, ma télé-réalité, moi, ça a vraiment été complètement différent. Tu sais, c'était pendant 2 mois, pas de contact avec l'extérieur, pas de téléphone cellulaire, t'es vraiment fermé de ton monde. Tu sais, il y a un background que le public voit pas. C'est dur en émotion, justement, d'avoir aucun point de repère. Puis j'ai fait beaucoup d'introspection à mon retour. En écoutant les émissions, tu vois certaines réactions que tu as à la télé que tu n'avais pas nécessairement autant conscience que quand tu le regardes. Là, tu vois vraiment tes réactions, puis ça te fait réfléchir, ça t'apprend sur toi-même. Mais c'est ça, c'était ça ma question. Qu'est-ce que tu as appris sur toi en te regardant? Ben, en fait, je le savais un peu, mais j'ai appris que je pouvais être très impulsive par moment. Puis, tu sais, depuis, j'essaie vraiment de travailler sur moi. J'essaie de travailler sur... Elle respire un peu. Tu sais, il y a certaines petites réactions que je travaille vraiment davantage depuis que j'ai vu les émissions. Puis ça m'a fait grandir, ça m'a fait... tu sais, ça n'a pas juste été juste des émotions difficiles. Là. Il y a vraiment eu un beau à ça qui était de sortir grandi de ça, de faire plein de belles connaissances, des amitiés, des contacts en télévision. Tu sais, j'étudie en communication. Fait que ça a été une belle
première expérience là-dedans que j'en retire. À quel moment arrive le projet d'un balado? Je dirais que c'est moi qui ai approché ma fille avec Ouais. l'idée. Ouais. Puis elle a fait, c'est drôle, maman, que tu me parles de ça. Elle dit, moi aussi, j'avais l'intention peut-être d'en faire un. Puis là, j'ai dit, écoute, Audrey, on a tellement de belle complicité. Pour vrai, on est deux amis, là. Tu sais, on est comme deux meilleurs amis, on se dit tout, on se confie tout. Puis là, j'ai dit, mais pourquoi, dans le fond, on ne mettrait pas cette belle complicité-là dans un balado, ce qu'on pourrait faire entre mère et fille? Et on a décidé, puis il n'y a rien de tabou, hein, moi puis Audrey, là, vraiment. On se parle de tout. De tout. Fait qu'on s'est dit, on pourrait aborder différents sujets sans tabou. Bon, et c'est quoi les sujets que vous abordez? Parce que là, vous avez quoi, 3-4 épisodes de fait, là? 3 épisodes de sortie jusqu'à maintenant. Il y en a un à chaque mercredi qui sort. Est-ce qu'ils sont déjà tous enregistrés? Oui, la saison 1 est déjà toute enregistrée. Vous avez combien d'épisodes au complet? 8. Pour la saison Pour la un. saison Ouais. 1. OK, donc là, les 3 qui sont déjà diffusés, Exact. c'est Ouais. quoi les sujets? Le premier, on fait les inédits de nos téléréalités, un peu en guise de présentation pour ceux qui ne nous connaissent pas. Ceux qui nous connaissent déjà, ben, ils ont appris des petits scoops qu'ils ne savaient pas nécessairement. Tout à fait. Puis après ça, pour tous les autres épisodes, notre but, c'était vraiment d'amener des sujets que souvent, les jeunes de mon âge, on n'ose pas trop parler à nos parents. Puis des parents, des fois, qui osent un peu moins aborder avec leur OK. enfant. Comme? Fait que là, on a abordé le deuxième épisode. attends une minute, là. Bisexualité. Oui, la bisexualité, fait que tout ce qui était en lien avec la remise en question de mon orientation sexuelle. On apporte notre approche, autant à la maman qu'à la fille, puis on avait une invitée aussi. Ouais. Le deuxième épisode, on a reçu la le meilleure suicide. amie à ma mère, puis sa fille qui est mon amie, par rapport au suicide. Fait que tu sais, il y a vraiment des sujets qui vont être un peu plus en profondeur. Ben pas non, comment je peux dire? Il y a des sujets qui sont un peu plus intenses. Délicat à Délicats. parler. Ouais. Comme le suicide, l'anxiété, tu sais, c'est des sujets qu'on aborde dans la saison, autant que certains sujets sont un peu plus abordés sur des trucs un peu plus légers. Là. Bon, un balado, ça dure 30-40 minutes à peu près. Bon, vous identifiez un sujet, vous avez probablement un certain canevas de ce que vous voulez faire dans le contenu, mais Tout à fait. c'est quand même long à remplir, puis ça peut aller parfois dans toutes sortes de directions. Exact, c'est Et ça. même si vous vous concertez avant, est-ce qu'il y a un élément de surprise dans ce que tu peux dire, dans ce que Audrey peut dire? On a Sonia? des lignes Ça le dit directives quand même. Tu sais, on a une préparation où ce qu'on veut envoyer la ligne directive de chaque épisode. Par contre, on essaie de ne pas mettre un cadre trop rigide parce qu'on veut garder de la spontanéité. C'est ça. On veut garder nos réactions aussi. C'est ce qui est intéressant aussi d'un podcast, c'est le côté vif, les réactions aussi vraies. Je pense qu'on a des beaux commentaires où ce que les gens disent, tu sais, on sent la complicité, on sent que vous êtes authentique, on sent que c'est Notre naturel. Ouais. Tu sais, les anecdotes et tout qu'on va raconter, on se les dit pas d'avance nécessairement. Tu sais, on a un point fixe de hey, le message qu'on veut passer, c'est C'est ça. Mais on se dit pas, OK, là, toi, tu vas dire ça, moi, je vais dire ça. Tu sais, on veut vraiment que ça soit spontané, puis qu'on veut pas réciter un texte. là. Exact, c'est ça. Puis quand vous allez en profondeur dans ces sujets-là, comment vous le vivez? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous apprenez des choses de part et d'autre aussi dans les réactions? Bien, oui, c'est un peu le but aussi. Tu sais, on se parle de tout, mais comme le prochain épisode, on va parler du fitness, de l'obsession de la beauté. Donc, étant donné que j'ai déjà été à club de fitness puis que je suis entraîneur privé là-dedans, c'est intéressant d'avoir le point de vue d'un enfant, comment tu as vécu le fait que je suivais des compétitions, que je suivais des régimes plus stricts à cette époque-là, tu sais, l'obsession de la beauté versus les troubles alimentaires. J'avais cette crainte-là. Donc, tu sais, j'ai fait part un peu de moi, ma perception de maman, comment je l'ai vécu par rapport à comment je l'ai approché, ce sport-là. Elle, comment qu'elle l'a vécu. Donc, tu sais, on a un partage où ce que les gens peuvent vraiment entendre autant le point de vue de la mère que de l'enfant. Tu sais. Malgré votre complicité, forcément, vous êtes mère-fille, donc il y a quand même une différence au niveau des générations. Ouais. Est-ce que vous sentez dans les choix de sujets ou dans les opinions que vous émettez que je sais pas le clash, mais disons le petit fossé entre vos générations respectives, est-ce que vous le sentez dans les opinions que vous émettez? Bien, tout dépendamment des sujets. Ouais. Tu sais, mettons, par rapport aux orientations sexuelles, bien, notre génération, je vais généraliser, OK? Parce que je ne vais pas inclure tout le monde, mais mettons, ma génération un peu plus jeune, on utilise plein de termes, hein, queer, Des mots name it, il y en comme a on plein. super, oui. C'est ce que LGBTQ++, une génération... Ouais, c'est ça. là. Exactement. Il y a d'autres lettres qui s'ajoutent ça. Mais Exact, bon, je n'irai oui. pas là, mais allez, Mais vas-y. c'est ça. Tout ça pour dire que, justement, tu sais, la génération de ma mère est
plus vieux encore, pour vous, c'est un peu moins... vous connaissez un peu moins ça. C'était moins d'emblée dans votre génération, je crois. C'était juste drôle de voir que je savais pas. Fait que, tu sais, il y a des termes, des fois, qu'elle savait pas que ça existait, que, tu sais, par moment, c'est elle qui m'apprend des choses, parce que, justement, moi, dans ma génération, on connaît pas trop ces termes-là. Fait que ça nous arrive, des fois, qu'on s'en apprend. Mais peu importe nos opinions, on est super ouverte d'esprit les deux. Fait qu'on est toujours capable d'être ouverte à l'opinion de l'autre personne, puis d'essayer de comprendre. Puis si on se comprend pas, bien, d'essayer d'amener nos arguments, mais toujours dans le respect. Je pense que ce qui est intéressant du balado aussi, c'est de voir que ça va toucher différentes générations. Oui. Donc, tu sais, au niveau du public cible, bien, tu sais, ça va toucher autant la génération plus jeune de l'âge de ma fille qu'autant que les parents de mon âge peuvent l'écouter puis avoir l'intéressant de dire, OK, regarde, on a autant le point de vue de la mère. Moi, j'ai eu des parents, j'ai des messages autant de plus jeunes que de parents qui m'écrivent, qui disent, hey, on se reconnaît là-dedans. Oh mon Dieu, je me suis reconnue dans telle situation. Et c'est pour ça qu'on a parfois des invités, soit plus jeunes ou des fois plus parents. On aime avoir des invités qui représentent le sujet. Tu sais, mettons, quand on a parlé du suicide, bien, de recevoir quelqu'un qui avait perdu son enfant du suicide. On a parlé de bisexualité. Bien, on a invité une fille qui se considérait bisexuelle puis qui s'en est venue à s'appeler d'une autre façon éventuellement. Tu sais, on aime ça avoir une invitée qui peut nous amener son point de vue à elle aussi. Ce qui fait que, ben nous, on en apprend davantage. On apporte vraiment différents points de vue puis conseils, surtout. C'est ce qu'on veut amener aux gens, des pistes de solutions. Donc, saison 1, 8 épisodes. Il y en a 3 de diffusés. Il en sort un à chaque mercredi. Exact. Là, de ce que je comprends, vous les poussez sur Spotify, Apple Podcast et YouTube également. Oui, la chaîne YouTube. Là, avez-vous une réponse intéressante? Avez-vous pas mal de vues jusqu'ici? Puis on est même... Ben moi, en tout cas, personnellement, je suis même surprise de voir la réaction, le nombre d'écoutes. Puis il y a des gens qui font des podcasts dans notre entourage qui ont dit hey, on est surpris de voir à quel point tu sais, vous avez autant de vues. On est content de voir. Je pense que le fait que ça va toucher un public large, qu'on n'a pas de tabou, qu'on se parle de tout ouvertement, je pense que ça va... Puis il n'y en a pas d'autres, hein? C'est un concept qui est quand même unique, là. Tu sais, un podcast francophone mère-fille comme ça, il n'y en a pas. Donc, on innove. En même temps, je présume que toutes les deux, de par le fait que vous avez fait de la télé-réalité, vous avez dû grimper un peu vos bases de fans sur Facebook et Instagram et compagnie. Exactement. C'est sûr que ça aide à pousser. Ça l'a aidé à pousser un peu la publicité du podcast, d'avoir une certaine communauté qui nous suivait un peu déjà à cause de nos émissions. Et là, est-ce que vous comptez faire une deuxième série? On aimerait ça, avoir une deuxième saison. On a déjà une liste complète de sujets. On ne manque pas d'inspiration. Même que, corrige-moi si je me trompe, mais depuis qu'on a sorti la saison 1, on a plein d'invités qui sont venus se proposer directement à nous, sans même qu'on aille à les approcher. Ils sont venus nous proposer des sujets. Hey, moi, je serais partant ou partante à participer à tel sujet. Fait que la saison 2, même, je pense qu'elle serait encore plus poussée par rapport à ça. Puis, le fait qu'on a fait des téléréalités, on ne cachera pas. Comme le premier épisode, on a invité Janie Desjardins qui a fait 5 gars pour moi dans ma saison 1. On a invité Samuel aussi qui a fait l'île de l'amour avec Audrey qui va venir participer à un épisode, entre autres, où on parlait de sexualité, il parlait de sexe avec ses parents. Donc, il est là aussi. Fait que d'ailleurs, le point de vue d'un gars avec ses parents versus fille, fait que, on a aussi la chance d'avoir des personnalités aussi de nos téléréalités qui viennent comme invités. Sonia et Audrey, merci beaucoup. Bonne chance à vous dans ce gentil projet. Merci. Et gênez-vous pas d'aller vous abonner à notre chaîne YouTube puis d'aller voir notre contenu. Merci. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. À chaque année, je trouve toujours ça un peu intriguant de voir dans le temps des fêtes le fameux Parlement jeunesse.
Peut-être que quand je regarde ces images-là année après année, je me dis que c'est peut-être quelque chose que moi, j'aurais aimé faire quand j'étais jeune, d'aller à l'Assemblée nationale et de simuler le Parlement. On a quelqu'un de chez nous, une jeune fille de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a eu ce privilège il y a quelques jours, quelques semaines à peine, et elle était aussi candidate aux dernières élections provinciales dans le comté de Chambly. Il s'agit de Lina Younes. Bonjour et bienvenue. Merci pour l'accueil. Ça fait plaisir. Comment tu t'es retrouvée à participer au Parlement jeunesse? En fait, comment ça marche? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Dans le fond, moi, je savais même pas que ça existait. J'avais beaucoup des amis ici à Saint-Jean qui étaient très impliqués en politique, très politisés. Puis c'est eux autres, dans le fond, qui m'en ont parlé. Puis nous, comment que ça fonctionne, le Parlement étudiant du Québec, c'est qu'il y a deux caucus, le caucus des Rouges et le caucus des Bleus. Pour pouvoir rentrer dans un des deux caucus, il faut être référé par quelqu'un. Fait que moi, vu que j'avais déjà des amis justement là-dedans, j'ai pu être référée par une de mes amies. Puis c'est comme ça justement que je suis rentrée puis j'ai commencé l'aventure. Comment ça fonctionne? Donc, on le sait quelques semaines avant, on se prépare? Si je vous dis vraiment comment que ça fonctionne, c'est qu'on a 1 an de préparation. 1 an? On se prépare de 1 an d'avance, on a des événements puis tout, mais je vous dirais que ça commence plus au mois d'octobre, qu'on se prépare vraiment. On a comme un genre de bootcamp politique. Moi, je suis avec le caucus des Rouges, on appelle ça le Valestrie. Donc, on passe une fin de semaine complète ensemble à faire des formations politiques, se préparer, créer notre personnage, puis aussi choisir, essayer de voir c'est quoi les différentes possibilités qu'on peut avoir comme rôle pour après ça voir si on veut un ministère ou quoi que ce soit. Donc, tu savais, avant même les élections auxquelles tu as participé l'automne dernier, que tu allais faire partie du Parlement Oui. Cette année? Oui, c'est ça, effectivement. Wow! C'est quand même particulier. Imagine, si tu avais été élu, tu n'aurais peut-être pas pu y aller, mais bon, Ouais, ça, c'est une autre histoire. Faisons un peu ton jeune parcours. Parle-nous de toi. Qu'est-ce qui fait que tu aimes la politique, les études que tu as fait ou que tu fais en ce moment? Moi, je suis étudiante à l'université. J'ai 19 ans. Je viens tout juste de graduer du cégep de Saint-Jean et je viens de commencer un bac en affaires publiques à l'Université Concordia. Ça fait 3 semaines que j'ai commencé, fait que je peux pas vous dire si je sais que je vais poursuivre là-dedans, mais pour l'instant, j'aime bien ça. Ouais. Bon, comment tu t'es retrouvée candidate pour le Parti libéral du Québec dans Chambly aux dernières élections? Bien, moi, j'étais militante du Parti libéral. Ça faisait déjà presque 1 an avant ça. Donc, c'est eux autres qui sont venus me chercher. Ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresserait d'être candidate? On voit du potentiel en toi. Puis, j'ai pas pu refuser l'offre. Bon, comment as-tu vécu cette expérience d'une vraie campagne électorale? Bon, c'est vrai que les sondages étaient beaucoup à l'avantage de la coalition Avenir Québec, la CAQ. On se dit, bon, est-ce qu'on va gagner? Ça, c'est une autre histoire, mais de participer à une campagne électorale de manière active, comment as-tu trouvé l'expérience? Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience. Je regrette rien du tout. Surtout qu'à un jeune âge, on dirait que quand on embarque, on ne sait pas dans quoi qu'on s'embarque. J'avais jamais vécu ça, une campagne électorale. Fait que j'en retiens juste du positif, honnêtement. Bon, le député sortant est Jean-François Roberge, qui a été réélu. À l'époque, il était ministre de l'Éducation. Est-ce que tu as eu l'occasion de débattre avec Jean-François Roberge? Bien, on a eu, dans le fond, un débat avec la Chambre de commerce de Chambly. Ça a été un très beau débat, très enflammé. J'ai eu beaucoup de bons commentaires après ça aussi, des citoyens qui venaient me voir, qui n'étaient pas nécessairement libéraux, puis qui me disaient, félicitations pour ce que tu as fait. On t'écoutait parler, puis on pensait à nous quand on avait 19 ans, puis ça donne juste des frissons aussi. En même temps, ça devait être particulier, parce que, bon, tu étais étudiante au cégep à ce moment-là. Tu as le ministre de l'Éducation devant toi. Je sais pas, ça doit... c'est sûr que... Ça doit être intéressant dans les questions-réponses. À certaines reprises, je me suis quand même permis aussi de mentionner le fait que j'avais été étudiante sous son système d'éducation il y a 2 ans de ça. Fait que j'étais pas mal la meilleure positionnée pour en parler. Bon, qu'est-ce qui fait que tu aimes la politique? Parce que là, tu étais candidate officiellement. Là, tu as participé au Parlement des étudiants. Qu'est-ce qui t'intéresse en politique? Honnêtement, je pourrais pas vous le dire. Moi, l'amour pour la politique, ça, je l'ai depuis que je suis super jeune. J'ai toujours suivi les élections présidentielles aux États-Unis, les élections ici au Québec, au Canada. C'est quelque chose que j'ai toujours eu un intérêt. Je sais même pas l'intérêt vient d'où. Mes parents sont même pas dans le milieu de la politique. On dirait que ça a été comme destiné pour moi. C'est quoi? C'est la démocratie au sens large, les institutions, le volet plus législatif de nos parlements. Bref, qu'est-ce qui vient chercher ton intérêt là-dedans? Je dirais que c'est pas mal la démocratie, surtout de savoir que, justement, j'ai 19 ans, j'ai le droit de m'impliquer en politique. C'est ça qui est intéressant. Puis c'est le fait de savoir aussi que je peux m'impliquer pour changer les choses. Quand il y a certains enjeux des fois qui nous interpellent puis qu'on fait comme « Ah, ça, j'aimerais ça changer ça, j'aimerais travailler là-dessus », j'ai le droit. Et c'est ça qui est très intéressant. Bon, revenons au Parlement étudiant. Tu dis, bon... ça prend un contact pour y entrer. On se prépare presque 1 an à l'avance. Bon, surtout, évidemment, dans les semaines qui précèdent.
Ça commence quelle date? Ça finit quelle date? Vous êtes là pendant combien de temps? Vous siégez combien de temps? Ça représente quoi? Cette année, on a siégé du 2 au 6 janvier 2023, bien évidemment. Et puis, comment que ça fonctionne, c'est qu'on joue 2 rôles au gouvernement et 2 jours, je veux dire, au gouvernement et 2 jours à l'opposition. OK, vous inversez. C'est ça. Fait que ça On nous vit permet... les deux. C'est ça, exactement. On vit les 2 expériences. On fait des commissions parlementaires comme les vrais élus. On travaille sur des projets de loi, on étudie. Moi, j'étais ministre, fait que j'ai eu à faire une déclaration ministérielle. Donc, c'est très intéressant parce qu'on touche vraiment à tous les volets de la Puis là, politique. tu étais ministre de quoi? Moi, j'ai choisi ministre de l'Immigration, un des plus OK. grands ministères. C'était très intéressant. OK. Puis tu as abordé quoi comme enjeu? C'est sûr que moi, je suis avec les Rouges. Les Rouges, on est un parti plus de droite extrême. C'est vraiment drôle, hein, le parti, le Parlement étudiant du Québec. On joue des personnages qu'on n'est pas vraiment. Donc, moi, j'étais plus pour la délivrance de visas internationaux à des jeunes qui sont non expérimentés, qui n'ont aucune expérience. Je voulais mettre des institutions québécoises à l'international. C'est sûr qu'on exagère dans nos propos, mais c'est ça qui fait en sorte que c'est très intéressant aussi, là. Quand on est assis au Salon Bleu, il y a de l'histoire dans cette chambre-là, dans le bâtiment. C'est particulier. Il y a aussi l'effet de la télé là, qui nous donne l'impression que c'est grand et que c'est incroyable, alors que c'est pas tant grand. Là. C'était quoi tes premières impressions quand tu étais physiquement dans le Salon Bleu? Quand je suis rentrée, je peux vous dire que j'étais carrément bouche bée. J'avais pas les mots, je savais même pas qu'est-ce que je faisais là. J'avais l'honneur d'assister. Puis même aussi, comme je vous dis, on a siégé pendant 4 jours. 4 jours de temps, 8 heures par jour, Quand même. ça devient long. On tente des fois dans la lune, je vais pas vous le mentir, je vous dis la vérité. Mais c'est sûr qu'on se dit... Moi, j'étais là, je m'ennuyais des fois, mais là, je disais, mais non, je peux pas, je suis assise sur le siège d'un élu. Je suis ici, dans ce bâtiment, il y a eu l'histoire du Québec, il y a 150 ans d'histoire. Je peux pas me permettre de faire comme, OK, là, je m'ennuie un peu. Là. Fait que c'est très, très, très Donc, prestigieux. tu constates que les journées peuvent être longues en chambre. Oui, mais c'est sûr que nous, on a fait un travail très condensé. Je pense que les élus, d'habitude, ils siègent pas pendant 8 heures de temps. Oui, tout dépendamment des périodes. En fait, C'est ce que ça. les gens ne savent pas toujours, parce que ce que les caméras de télé montrent, c'est ceux qui parlent. C'est ça, exactement. Mais les 123 autres qui ne parlent pas, ou les 124 autres qui ne parlent pas, bien, souvent, ils sont sur leur téléphone, en train de régler des dossiers en texto. Des fois, ils sont en commission parlementaire Des fois, ils sont aussi. en commission parlementaire, ou des fois, quand c'est le temps des fêtes, ils arrivent avec une pile de cartes de Noël. Là, ils profitent des heures en chambre pour les signer, puis les signer. Puis là, le page vient les chercher, etc. Bref, ça, c'est ce que les gens ne voient pas en chambre. Qu'est-ce que tu as aimé le mieux, être dans l'opposition ou être au pouvoir? Les deux, je vous dirais, c'est vraiment 50-50 parce que dans les deux cas, on a la chance de prendre la parole autant de fois. C'est sûr que quand on est à l'opposition, le travail est un peu plus facile, je dirais, parce qu'on fait juste chialer, si je peux me permettre de dire ça, tandis qu'au gouvernement, il faut vraiment se défendre. La période de questions au gouvernement, je peux vous dire que c'était un peu stressant, surtout quand on est ministre, on sait qu'on a à répondre à n'importe quel moment. Fait que c'est du 50-50. Et là, quand tu étais dans l'opposition, étais-tu porte-parole d'un cabinet fantôme? C'est-à-dire, avais-tu un ministère dans le collimateur quand tu étais dans l'opposition? C'était pas vraiment comme ça que ça Non? fonctionnait à OK. l'opposition. On avait juste quelqu'un qui s'occupait de la période des questions, qui, lui, OK. rédigeait toutes les questions, puis nous les envoyait. Il nous les donnait le matin même. Puis on arrivait, puis on avait notre question. Fait que même si j'étais C'est ministre... comme dans la vraie politique, finalement. C'est ça. C'est un peu comme ça que ça fonctionne aussi. Mais eux autres, ils ont plus des porte-paroles en matière Ouais. d'immigration, puis tout ça. Nous, moi, j'avais comme des questions sur l'agriculture, aucun rapport. Fait OK. que c'était- Puis quand tu as été ministre, est-ce que tu as reçu des questions? Oui, j'ai reçu des questions et c'est très sur le champ. Hein. Il y a quelqu'un qui se lève, il pose une question, puis là, nous, on avait quelqu'un qui s'occupait de ça. Fait que là, il nous pointait, puis là, go, tu te lèves, puis tu réponds. Tu improvises. Tu dis on joue des rôles qui sont peut-être pas les nôtres nécessairement. As-tu l'impression que c'était comme une pièce de théâtre ou... Je peux vous le confirmer. Nous, aussi, chez les Rouges, on avait plusieurs ministères que le nom était trollé aussi. Comme moi, ministre de l'Immigration, j'étais ministre des Nouveaux Rouges. Donc, dans le fond, ceux qui émigrent, OK. ils deviennent rouges. Et puis, on avait la ministre des Sports qui était ministre des chest-bras. OK. Ministre du Tourisme, il s'appelait ministre du Carrefour Laval et des 7 autres merveilles du Québec, quelque chose comme ça. Là. Fait que c'est un troll. On s'amuse. On s'amuse. Ben oui, c'est sûr. OK. Qu'est-ce que tu retiens de l'expérience? Je retiens beaucoup de choses de cette expérience. C'est très enrichissant au niveau, je dirais, plus de l'art oratoire. Ça nous permet de... Parce que je peux vous dire une chose, là, la première fois qu'on se lève en chambre puis qu'on doit faire notre petit discours, les jambes, ils tremblent quand même pas mal. Là. Mais quand on est rendu à la 4e fois, fait qu'on finit par prendre un peu l'habitude. Fait que c'est... Moi, de mon côté, c'est plus ça que j'ai retenu, c'est l'art oratoire, la façon de s'exprimer en chambre. Ne pas se sentir trop intimidé pour que quand on se lève,
on bégaye Ouais. pas trop, puis plus dans cette optique-là, je dirais. Bon. Et en quoi ça va te servir pour l'avenir? Bien, ça va me servir de plusieurs façons, je dirais. C'est très formateur, comme je vous dis, sur plusieurs enjeux. C'est sûr que c'est rien de perdu, puis c'est très beau aussi dans un CV de dire qu'on a fait le Parlement étudiant, surtout que le Parlement étudiant du Québec, c'est surtout des universitaires, des jeunes qui sont à la maîtrise aussi. Moi, j'avais beaucoup d'amis qui avaient déjà gradué en droit là-dedans, puis moi, je viens tout juste de commencer ma première session. Mais là, vous étiez 125 députés? Oui. OK. Est-ce qu'il y avait des gens que tu connaissais autour de toi? Oui, ben oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est très... tous les jeunes qui s'impliquent, c'est des jeunes qui s'impliquent aussi dans différents partis politiques à l'extérieur. Fait que ça nous permet de faire des contacts aussi. Pas juste comme moi, je suis dans la commission jeunesse chez les libéraux, mais j'ai pu faire des amis chez les caquistes, chez les péquistes, puis vice-versa. Mais les plus vieux à participer au Parlement étudiant peuvent avoir quel âge? 25-30 ans ou plus que ça? 18 à 25 ans, mais il y a certaines exceptions. Je sais que OK. chez nous, il y en avait qui avaient 29 ans aussi. Là. Bon. Et là, tu viens de commencer tes études à l'Université Concordia. Comment tu vois ton avenir professionnel maintenant? Ben moi, comme je vous l'avais dit la dernière fois, moi, j'ai encore cette vision-là où je vais continuer ma carrière dans le monde des affaires. C'est ça qui m'intéresse. Comme je vous dis, j'ai étudié en affaires publiques. Puis Ouais. j'aime beaucoup ça jusqu'à présent. Fait que c'est vers cette Pour enlignée-là. travailler dans quel domaine au juste? Tu veux parler des médias ou tu veux parler... La communication. La communication, Oui, les affaires publiques? Oui, c'est ça. Et c'est Exactement. plus dans ce domaine-là particulier. Là. Oui, c'est sûr que j'ai encore le temps pour réfléchir. On dirait qu'à mon âge, je suis pas encore sûre de qu'est-ce que je vais faire Alors, exactement. tu peux changer d'idée, puis c'est C'est correct ça, aussi. exactement. Donc, tu t'embarques là, dans ces études-là à Concordia en te disant, ben voici, ça va me donner des outils, sans trop nécessairement savoir très, très, très exactement ce Oui. que tu veux en faire Oui, c'est ça. dans quelques années. Parce que là, tu en as quand même pour quelques années, j'imagine. 4 ans. C'est bon, Ouais, 4 un ans. bac. Ouais, ça va te ramasser presque à la mi-vingtaine, Oui, c'est ça, à ce exactement. moment-là. Ouais. Bien, Lina Younes, merci beaucoup. Merci. Félicitations encore une fois. Puis au plaisir, évidemment, de se revoir. J'ai l'impression que tu vas demeurer probablement quelqu'un d'active en public. On Bref, l'espère, on on l'espère. verra ce que l'avenir nous réserve. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur Oh, YouTube. ben, bien sûr. Manquez pas ça. Comme à chaque année, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu procède à de l'acquisition d'œuvres d'art. On est en appel de candidature. Les formulaires doivent être remplis au plus tard le 2 mars 2023. Allez sur maculture.ca pour tous les détails. À demain.